Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui vibre pour le foot féminin. Et accrochez-vous parce que ce France-Suède, petite finale ou pas, a ressemblé à une montée russe émotionnelle dans un stade au nom de Smoothie, j'ai trouvé, la Strawberry Arena, avec sa pelouse synthétique qui ressemble beaucoup à un terrain de futsal géant et une ambiance électrique quand même, où chaque duel sonnait comme un coup de poing. Alors, dans ce match, les Bleus débarquaient avec ce ballottage favorable suite à sa victoire arrachée dans les dernières secondes. On s'en souvient, le genre de victoire qui vous fait dire quand même que le destin est français. Sauf que ce match-là, il y avait un enjeu qui était bien plus costaud qu'une médaille en chocolat. C'était un test grandeur nature XXL même avant les matchs de qualif pour le prochain mondial qui arrive, là, premier trimestre 2026. On y est bientôt et ça sera bien sûr sur la chaîne. Donc il faut montrer en clair que le moteur tourne, que les automatismes commencent à prendre et que la France peut finalement peut-être prétendre à autre chose qu'à un simple rôle de figurante. Alors aujourd'hui, on va quand même se régaler avec les schémas tactiques. Vous commencez à en avoir l'habitude. On va essayer de savoir pourquoi la France a marché quand même sur la Suède, en tout cas bien contrôlé le match quasiment toute la rencontre, et comment ça s'est quand même un peu compliqué vers la fin. Les moments forts, les buts, les flips mentaux, il y en a eu, hein. Il y a eu aussi des héroïnes, Dieu merci, et puis deux, trois sueurs froides dont on se serait bien passé. Le débrief sans filtre, ce qui fonctionne dans ce groupe France, ce qui cloche et ce que Laurent Bonadei doit absolument corriger, régler avant le prochain mondial. Ma joueuse du match, bien évidemment, et enfin la conclusion que vous attendez tous. Alors, si vous aimez quand même ce type de contenu, si vous aimez un tant soit peu le foot féminin, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez, c'est totalement gratuit et ça booste la chaîne comme un bon vieux but à la 92e minute. Bon, les amis, on va lancer donc les hostilités et croyez-moi, cette petite finale n'avait finalement rien de petit. Bon, les deux équipes optent pour un 4-3-3, hein, le même qu'à l'aller. On en a l'habitude avec la France. Pour la Suède, bah, c'est pareil. Tony Gustafsson donc mise sur cette disposition tactique. Même 11 d'ailleurs, ou quasiment même 11 qu'à l'aller à Reims. Donc la structure reste identique et on suppose que les intentions sont également les mêmes. Alors ce qu'on peut quand même retenir, vous avez le schéma tactique là à l'écran, ce qu'on peut retenir dans cette composition tactique, c'est Aslani à la baguette, hein, orchestrant donc le jeu, comme toujours, en faux numéro 10, flottant entre les lignes. Vous avez Rolfo qui remplace Josuba, qui a été inactive à l'aller. Ça, c'est plutôt un bon point. C'est une joueuse que j'apprécie particulièrement. Elle apporte quand même son expérience, bien évidemment, plus de percussion, plus d'agressivité offensive sur un côté, et le maintien de Schroeder. Ça aussi, il faut le retenir, au détriment donc de Blackstenius. Pour moi, c'est un choix plus que contestable, un choix discutable, parce que Schroeder, certes, elle a du talent, mais elle n'a pas le même impact physique qu'une Blackstenius, elle n'a pas la même expérience non plus, le même tranchant dans les appels, ou même la profondeur proposée par une Blackstenius. Donc, ce choix, c'est vraiment un pari très risqué et qui n'a pas payé dans ce match. La Suède a manqué de mordant. En face, la France opte pour 5 changements dans le 11. Donc on sent que le staff a quand même voulu souffler un coup, relancer des dynamiques et injecter du sang neuf. Le milieu a été donc retravaillé. Gueyoro repositionné en numéro 6. On en parlera dans le débrief. Vous avez donc un peu plus haut Fazer, donc titularisation, cinquième titularisation.
de Paulina Fazer, la joueuse de San Diego Wave, et Karchaoui, donc, qui sont un peu plus avancés. Donc le triangle est censé apporter plus de mobilité, plus de fluidité. Sur les côtés, donc au niveau des latérales, Moroni, Perle Moroni qui est maintenu donc au poste de latéral gauche, en soutien donc de Kessia Pucci. Et puis, on peut noter quand même le retour de De Almeida au poste de latéral droite, la vraie spécialiste dans l'effectif sur ce poste-là. Au niveau de la charnière centrale, nouvelle association, nouveau duo, donc nouvelle fragilité. Quelque part, Mbok Samoura, même si au niveau du potentiel physique, on est bien servi par ces deux joueuses. On en parlera aussi dans le débrief, donc restez bien avec moi. Et puis, à la pointe, Clara Matteo. Enfin, le poste on réclamait sa titularisation, vous, certainement, moi, c'est sûr, depuis un certain temps, donc à ce poste de numéro 9, avec sa mobilité, son sens du jeu, et puis son envie aussi de proposer autre chose qu'un profil neuf classique, comme on en a dans l'effectif. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas. Si tu n'as vu que le score du match, eh ben, tu n'as rien vu du match. Parce que pendant 25 minutes, les Bleus ont quasiment roulé sur le game. En tout cas, ont roulé sur cette équipe de Suède méconnaissable. Du jeu fluide, des appels partout, des circuits de passe tellement propres. Franchement, ça faisait vraiment plaisir à voir. C'est comme si elles avaient reçu un électrochoc après leur victoire in extremis à l'aller. Et ça s'est vu, hein, dès la deuxième minute, Sakina Kershawi est envoyée en profondeur côté gauche et elle centre, hein, bien évidemment. Et il y a Clara Matteo qui nous sort une reprise qu'aucun manuel en fait ne validera, hein, mais qui manque de lober Falk d'un souffle. Là, on se dit, ok, c'est la soirée des Françaises. Côté suédois, je l'ai dit, néant, le désert. Il y a à peine cette tentative de lob de Canérid, oui, qui a failli quand même surprendre l'équipe de France, après un dégagement mollasson et maladroit de Perromanien. Mais ça, c'est histoire de mettre une ligne dans les stats suédoises. Il faut quand même attendre la 34e minute pour un frisson jaune corner, frappe sèche de Zigiotti. Et heureusement, Kessia Bussi est là pour repousser le ballon. C'est comme si elle avait décidé que non, pas aujourd'hui. Deuxième mi-temps, la physionomie quand même du match change un peu. En tout cas, la Suède revient avec des intentions beaucoup plus musclées. Le résultat, c'est que les Françaises galèrent vraiment à construire, à ressortir le ballon proprement. Mais à la 58e minute, c'est la France qui punit. Dégagement longue portée de Perromanien, déviation de la tête de Matteo. Gianni, qui est parti en profondeur côté droit, gagne coup sur coup deux duels contre les Suédoises, là où elles excellent, hein, ces Suédoises, contre Nelage. Nelage qui a fait un match ex extrêmement mauvais, horrible. Euh, si j'étais Jonathan Giraldez, je me poserais vraiment des questions sur le potentiel de cette joueuse. Et deuxième duel gagné contre Sandberg, la Teigne, le Morbach, tout ce que vous voulez. Donc, dans la surface de réparation, Diani pivote sur la défenseur suédoise, met un petit centre devant la cage, et devinez qui est là? Ben, Matteo, qui était à l'initiative de l'action, qui finit donc en renard des surfaces. 10e but pour la Parisienne, pour Clara Matteo, en sélection du propre. Les Bleus, on le voit bien, insistent, il y a un coup à jouer et sentent que la Suède vacille. 76e minute, Diani qui frappe du plat du pied sur un caviar, sur une offrande de Clara Matteo, et Falk qui se détend façon étoile de mer, si je puis dire, pour éviter quand même le break. C'est la 10e frappe tricolore, donc on est à la 75e minute. C'est vous dire à quel point la France a joué la carte de l'offensive. Mais là, comme d'habitude, la France se saborde. Parce que la Suède, quand c'est mauvais dans le jeu,
Ça s'appuie sur les coups de pied arrêtés, une phase de jeu tellement importante. Et c'est du classique concernant les équipes nordiques. Quatrième minute, faute à l'entrée, enfin quasiment à l'entrée de la surface. Le coup franc est nickel et Evelyne Iget surgit pour égaliser. Marquage des Bleus, bah là, il est optionnel. Dans les arrêts de jeu, c'est pire. Centre de Canéride. Et là, il y a une très très mauvaise lecture de PPM de Pauline Perrault-Magnin. Et derrière, donc, vous avez Cafagi, seul au second poteau, qui donne l'avantage. Et du coup, la Suède égalise sur l'ensemble des deux matchs. La France s'effondre psychologiquement, ou en tout cas, on en a l'impression, et les supporters, moi en premier, avec. Puis ensuite, vous avez donc les prolongations, et il faut attendre, voilà, parce que tout est quand même, tout se cristallise autour de cet avantage suédois jusqu'à la 106e minute où vous avez cette passe en profondeur de Moroni pour Kelly Gago qui prend donc à revers la défense suédoise et trompe Falk. La délivrance, l'oxygène, le sourire retrouvé. Plus rien derrière. Et la France s'offre donc la troisième place de la Ligue des Nations 2025 au terme d'un match renversant, aussi frustrant que spectaculaire. Bon, parlons vrai les amis. Ce match, c'était un peu comme regarder un film dont les acteurs auraient changé de personnalité entre deux scènes. La Suède, je l'ai dit, méconnaissable à domicile dans une Strawberry Arena chauffée à blanc pour l'occasion. Elles ont passé 30 minutes à attendre, donc attentistes, prudentes, subissant même les vagues françaises, le genre de scénario qu'on ne voit pas souvent chez elles. En tout cas, elles sont loin des canons dont on avait l'habitude sur les années passées. La France, encore plus méconnaissable. Alors qu'elles avaient un avantage à préserver, à conserver, bah, les Bleus sont partis carrément à l'abordage. Ont décidé d'être conquérantes, joueuses, ambitieuses. Ça, c'est vraiment la volonté du coach. Il faut lui mettre ça à son crédit. Elles n'ont pas calculé. C'est vrai, elles ont contrôlé du coup le rythme, imposé leur pressing et créé énormément de situations dangereuses. Et là, tu te dis, bah, les Bleus tiennent finalement un match référence. Sauf que non, cette équipe, encore une fois, elle n'a pas su garder un résultat. C'est le péché capital des Bleus. 80 minutes de contrôle, ok, 10 minutes de panique. Et l'addition arrive. Les deux buts encaissés en fin de match sont un copier-coller de leurs défauts habituels. Manque de concentration, excusez-moi, fébrilité défensive, perte de repères au, par rapport au coup de pied arrêté. Les points positifs de cette équipe. Gridiembok, la chef de la défense, Madame Propreté. Quand elle est là, on le sent, l'équipe quand même respire. Elle rassure, elle anticipe, elle calme, elle harangue ses partenaires, elle oriente. On est quasiment prêt à prier pour qu'elle reste en bonne santé. On sait qu'elle a été vraiment perturbée par les blessures ces dernières années et que finalement elle est encore loin de sa condition optimale. Mais son influence est gigantesque. C'est le pilier moral et technique de cette défense. Deuxième point positif, Guerrero en numéro 6. Là, c'est pour moi une révélation. Elle a franchement fait un match énorme. Si on pouvait synthétiser son match, calme, personnalité, intelligence, technique. Dans ce rôle de sentinelle, elle a vraiment joué en patronne. Placement impeccable, récupération propre, relance et nettoyage au milieu. Franchement, c'est du très très haut niveau. Et la cerise sur la pelouse synthétique, si je puis dire, c'est que son rôle a quand même permis à une joueuse comme Sakina Kershawi de jouer un peu plus libérée, plus haut dans un rôle de relayeuse créative. Donc clairement une piste solide pour le mondial
et c'est une belle trouvaille de Laurent Bonadei. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et puis le troisième point positif qui m'a sauté aux yeux, c'est la connexion Matteo-Diani. C'est vrai que on a énormément de turnover aussi sur cette ligne d'attaque, ce qui fait qu'on a très très peu d'automatisme entre les ailes et puis l'attaquante de pointe. Pourtant, ce sont des joueuses qui se connaissent, mais visiblement, il y a encore un manque d'automatisme qui crève l'écran. Là, les deux joueuses se sont cherchées énormément, se sont trouvées, se sont retrouvées. Je vous rappelle quand même le but. Matteo qui dévie de la tête dans un premier temps, Diani qui s'arrache, petit centre, et Matteo qui conclut l'action. Et je vous donne une autre occasion, mais il y en a eu beaucoup hein, dans le match, à la 76e minute. Matteo qui veut rendre l'appareil, qui donc fait, offre un caviar, on peut dire les choses comme ça, pour Diani, qui oblige Falk donc à s'étendre de tout son long. Les deux parlent quasiment le même football. Bien sûr, Clara Matteo a moins de puissance que Diani, mais il y a cette même volonté d'être mobile, ce sens du tempo, cette intelligence dans les appels. Ça, il faut le garder absolument, c'est précieux au très très haut niveau, c'est à répéter, à polir. Maintenant, on passe quand même au point négatif, la ligne défensive. Il y a certes Gridge Mbok qui est incontournable dans cette défense, mais quid de la personne à côté d'elle? À chaque fois qu'on a une nouvelle charnière, des nouvelles latérales, un nouveau duo donc dans l'axe, le résultat c'est fébrilité, fragilité pour l'ensemble de l'équipe. Quand tu changes l'axe tous les deux matchs, bah, tu crées de l'incertitude, bien sûr, de la lenteur dans les compensations, du flottement dans le marquage. C'est pour moi le chantier prioritaire de Bonadei avant le mondial. Je pense que c'est ça qui va solidifier après l'esprit collectif de cette équipe. Il faut trouver un casting stable et arrêter la rotation des meubles. Et dans cette optique, je me mouille, on se mouille à Fatmir Football. Je souhaite un duo Grijembok, Alice, Sombat. Dites-moi, vous, quel est votre duo de rêve dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de dire ça. On passe maintenant au milieu de terrain. On a parlé de Guillaume en numéro 6. Ça, pour moi, c'est une très belle trouvaille, je l'ai dit. Karchaoui a un des deux postes de relayeuse, étant entendu, les amis, que Laurent Bonadei est figé dans ce 4-3-3. Je ne le vois pas opter pour d'autres options tactiques. On verra bien sur 2026, si je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'il reste sur ce 4-3-3. Donc dans cette optique-là, il y a deux des trois postes du milieu qui sont d'ores et déjà occupés. Il faut trouver la nouvelle star, si je puis dire, pour ceux qui connaissent, au milieu de terrain. Là, on a eu Paulina Fazer, donc sa cinquième sélection en équipe de France. On a vu quand même, bon, elle a du talent, la joueuse de San Diego, c'est incontestable, mais sur ce match, elle a été trop tendre dans les duels, trop neutre dans l'impact, dans l'influence. Quant à Oriane Jean-François, on a vu ce que ça donnait sur le match aller. Elle manque cruellement de rythme. Et pour cause, elle cire le banc à Chelsea, où parfois elle est perturbée par les blessures. Elle a quand même pas mal de pépins physiques, cette joueuse, et ça se voit dans l'intensité qu'elle met dans ses matchs. Donc depuis, en fait, les retraites d'Amandine Henry, surtout, et puis Sandy Toletti aussi, ce secteur est orphelin. Sandy Toletti, qui a eu d'ailleurs du mal aussi à s'imposer au milieu de terrain, après le retrait d'Amandine Henry, il faut trouver une joueuse qui a quand même un minimum d'expérience, à moins de, voilà, d'avoir un génie comme ça, naturel, spontané. Il faut du leadership, il faut de la densité. Pour le moment, le milieu ne fait pas encore oublier en fait les absentes. Bon, on va pas se mentir, les amis, et je ne vais pas retourner autour du pot. Clara Matteo a été l'une des meilleures bleues sur le terrain. Buteuse, son dixième, je l'ai dit, en équipe de France, mais surtout omniprésente partout.
partout en tout cas où ça compte, entre les lignes, dans le pressing, dans les relais, dans la création. Elle a joué comme si elle avait en fait trois clones. Ce qui frappe vraiment chez elle, c'est sa vista. Ça m'a toujours marqué. Son QI foot supérieur à la moyenne. Elle sent le jeu avant les autres et elle se déplace toujours dans le bon intervalle. Elle fluidifie les attaques. Et en ça, elle compense aussi peut-être un petit déficit physique. Quoique, euh, elle a réussi à exister, même plus que ça, dans ce match face à une équipe très, très physique. Bref, pour moi, sincèrement, c'est la Louisa Nessib de l'attaque. Même élégance, même toucher soyeux, même euh, projection vers l'avant. Et soyons honnêtes, même si je pense qu'au très très haut niveau, elle serait peut-être encore plus terrifiante, peut-être meilleure en soutien d'une vraie numéro 9, donc en 9,5, associé par exemple à Katoto ou même Gago, son match à la pointe de l'attaque, en tout cas, prouve un truc très simple. La France ne peut quasiment plus se passer d'elle. C'est une attaquante atypique, loin des profils que nous avons dans l'arsenal des Bleus. Puissance brute, habituelle, chez les Malard, chez les Katoto, chez les Gago par exemple. Elle, c'est la technique, la finesse, l'intelligence, la connexion en plus avec Gagny, ça c'est la valeur ajoutée aussi. C'est une piste aussi à creuser pour Lolo Bonadei. Et ça, vraiment, dans le foot moderne, c'est de l'or en barre, les amis. Clara Matteo, elle n'a pas seulement marqué, elle a aussi marqué les esprits. Elle a orchestré, elle a enchaîné, elle a animé. Elle a joué comme une joueuse sûre d'elle, une joueuse qui a faim et qui a envie de s'imposer dans cette équipe de France. Cette finale, finalement, elle avait tout d'une grande séance de révélation. La France a montré qu'elle pouvait dominer, produire du jeu, c'est créer quand même pas mal d'occasions, mais aussi qu'elle pouvait se faire peur toute seule, comme une grande, dès qu'il s'agit de conserver un résultat. C'est frustrant, oui. Donc là, il y a des choses à faire, mais c'est aussi encourageant parce qu'il y a du contenu, il y a eu des connexions, il y a eu du jeu, et puis des joueuses qui se sont révélées. Je pense à Matteo, bien sûr, devant, Gueyoro en numéro 6, et puis Mbok comme patronne de la défense. En face, parlons un petit peu de la Suède. La Suède qui a joué quand même avec le frein à main, j'ai trouvé, pendant trop longtemps, avant de se réveiller dans le dernier quart d'heure du match, mais c'était un peu trop tardif, même si on est allé jusqu'à la prolongation. Et malgré la remontée scandinave, ce sont bien les Bleus qui finissent troisième de cette Ligue des Nations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est peut-être pas au niveau d'équipes comme l'Allemagne ou l'Espagne, notamment l'Espagne, quand on voit qu'elles ont gagné 3-0 leur match au retour contre l'Allemagne qui nous avait fait beaucoup de mal. Donc il y a un gap à combler d'ici le mondial, effectivement. On pose quand même les bases avec ces deux victoires contre la Suède qui est troisième nation mondiale, je le rappelle, et on peut songer à aborder donc 2026 avec du positif et une vraie marge de progression et des axes très clairs d'amélioration. Et quand je parle d'axes d'amélioration, je parle surtout de la défense en travaux. Maintenant, ce match doit servir de boussole pour le mondial. On doit stabiliser donc la ligne arrière, clarifier donc les rôles au milieu et surtout bâtir autour de cette connexion pour moi importante, Diani, Matteo, bah, qui ressemble quand même à une arme de destruction massive. Voilà donc les amis concernant donc ce match. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous quitter, non sans avoir dit que je serai donc au match de ce week-end d'Arkema Première Ligue entre Dijon qui reçoit donc à Gaston Gérard l'équipe des OL Lyon. Donc je vais essayer de retranscrire tout ça sur ma chaîne. Je compte sur vous
pour aller participer, visiter ma chaîne et voilà, de faire monter un petit peu cette chaîne qui vibre, je l'ai dit, qui vibre pour le foot féminin, mais rien ne se fera sans vous. À très bientôt les amis, portez-vous bien, va va voum!